Salut et bienvenue dans l'épisode 39 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, ravi d'enregistrer aujourd'hui le 3e épisode de C'est quoi ton sport, un format découverte sur une discipline sportive raconté par un passionné, pratiquant, régulier ou occasionnel. Pour produire ce format, j'ai retrouvé Nicolas qui m'a tout d'abord parlé du hockey subaquatique. Jean est venu me raconter sa pelote basque et aujourd'hui c'est moi qui vais à la rencontre de ce 3e témoin. Et cet épisode est donc un peu particulier parce que celui qui va échanger avec moi aujourd'hui s'appelle Jean-François. Donc vous le connaissez sans doute pas, mais moi ça fait 30 ans que je l'appelle papa. Donc je vais dire bonjour Jean-François, bonjour papa. Olivier. Ça va, tu vas bien ? Ah ouais, très content de participer à ton émission. Bah oui, mais c'est quelque chose qu'on devait faire depuis quelques temps. C'est vrai. Et j'avais un peu en ligne de mire. Et faut dire qu'on n'a pas du tout parlé de cet épisode avant de l'enregistrer. Maintenant, moi j'ai fait quelques petites recherches parce qu'en définitive, je ne connais pas du tout ou très très peu le sport dont tu vas me parler aujourd'hui. Et en fait, c'est quelque chose qui pour toi a fait partie d'un passé quand même un peu glorieux parce que c'est un sport qui t'a permis de, je sais pas, dans ta jeunesse, probablement de prendre confiance en toi, de rencontrer des gens, de faire pas mal de choses. Explique-nous un peu quel est ce sport dont tu vas me parler aujourd'hui. Eh ben, je vais vous parler de l'haltérophilie. Bon, c'est un sport un peu méconnu, un peu curieux, un peu combattu parce qu'effectivement c'est un sport un peu rugueux, un peu dur, mais c'est un sport comme tous les autres sports et qui apporte énormément de satisfaction à tous les niveaux. Hein. L'haltérophilie, pour moi, je te dis de base ce que j'en pense, comment je visualise si je ne connais pas ce sport. C'est un sport individuel, tu vas me dire. Ouais, absolument. Je sais pas si ça a pu se pratiquer par équipe. Et ça se pratique en équipe aussi. Ouais. On peut en parler comme ça. Et c'est vrai que pour moi, donc l'haltérophilie, c'est souvent, je pense, au sketch de Gad Elmaleh, où c'est pourquoi tu fais ça ? Je veux devenir tout rouge. Bah ouais. Le monsieur qui met des barres, des ronds sur des poids sur une barre et qui essaie de les tirer, de les porter au-dessus de sa tête pour devenir tout rouge et il est content. Et voilà, on n'a pas peur du poids et on est fort soi-même devant la masse de la fonte. Alors, mais tu vas m'expliquer à quel moment, toi, qu'est-ce qui t'amène à l'haltérophilie ? Pour resituer, pour contextualiser, t'es né dans les années 50, tu es né en Lorraine, à proximité de Nancy, et à un moment donné, vers quel âge tu te tournes vers l'haltérophilie ? Ça a commencé vers 13 ans, à la fin des vacances scolaires. Il y avait toute une bande de copains que je fréquentais et ils venaient plus sortir avec moi. J'ai dit non, on va s'entraîner. Bon, par curiosité, je dis bon, on va faire quoi ? On va s'entraîner à faire de l'haltérophilie. On reprend la saison. Alors je les ai accompagnés pour voir et puis j'ai touché quelques poids. Je trouvais ça pas trop lourd, mais quand même c'était un peu dur. Et puis, bon an, mal an, je suis revenu plusieurs fois avec eux et puis je me suis laissé prendre au jeu, quoi. D'accord, donc dès 13 ans, en fait, c'est quoi, au gymnase ? C'était à Nancy, à Lunéville ? C'était à Lunéville, donc, dans les caves du château. Ah ouais. Ce qu'on appelle le Versailles Lorrain, en Lorraine, bien évidemment. Et dans les caves du château, un local très, très poussiéreux, très ancien, mais avec suffisamment d'équipements. Enfin, il faut surtout des barres, quelques équipements, mais surtout des barres et des poids. Et là, on a commencé, quoi. D'accord. Donc, au départ, il y a un travail un peu de musculation, mais en parallèle, on commençait déjà à apprendre la technique de l'haltérophilie, puisque l'haltérophilie, contrairement à ce qu'on pourrait penser de base, c'est pas un sport de brute. C'est pas juste un sport de force. Voilà, on soulève des poids, bien évidemment, mais on fait pas que de la force pure. C'est pour avancer, pour avoir un bon niveau ou un niveau correct, c'est énormément de travail technique. Alors, mais justement, pour parler de technique, parce que moi, j'ai pas de connaissances particulières sur l'haltérophilie, et j'ai vu qu'il y avait deux types de portée, ou en tout cas de levée de ces barres et de ces poids-là. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les techniques, les deux techniques qui sont visibles en compétition ou dans la pratique régulière de l'haltérophilie ? Alors, actuellement, effectivement, il y en a plus que deux. Avant que je commence, j'ai commencé, il n'y en avait plus que deux. Oui. Mais auparavant, il y en avait trois. Donc, on en parlera tout à l'heure, éventuellement. C'était le mouvement développé. Bon, celui-là, il n'existe plus. Ok. Alors, il y a maintenant l'arraché et l'épaulé jeté. Et le total des deux fait le total olympique. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas soulever
un poids à l'arraché, un poids en épaulé jeté, et tu vas cumuler ces 2 poids soulevés pour donner le résultat sur l'épreuve. Enfin, c'est ce qui est demandé au JO. Voilà, Alors c'est du le coup, total technique. Ouais. D'accord, c'est le total technique qui est retenu pour sanctionner. Total olympique. Total pardon. olympique qui est retenu pour Ouais. sanctionner une Tout à compétition fait. et valider un résultat. Alors, on parle de ces 2 mouvements. L'arraché, c'est quoi? Alors Ça se l'arraché, présente comment? c'est donc une charge, une barre, avec une prise large Oui, qui permet en un seul mouvement oui, de soulever cette barre du sol et de la porter à bout de bras. Et il faut la conserver 3 secondes à bout Oui. de bras. Et d'accord. après, on la repose et le mouvement est validé. Quand tu dis à bout de bras, il faut la lever au-dessus de la tête, c'est-à-dire que tu Au-dessus de pars la de tête. zéro. Et se redresser complètement, puisque pour soulever une barre comme ça à l'arraché, il y a 2 techniques. Soit la technique de la fente, c'est-à-dire qu'on tire sur la barre Oui, et on se projette en dessous avec les jambes, la jambe avant qui va chercher devant, Ouais, et ouais. une jambe arrière. d'accord. Et la deuxième technique, c'est la flexion. C'est la plus utilisée, c'est la plus technique, mais c'est celle qui permet d'aller plus bas sous la barre. C'est ce qu'on voit, on voit les mecs complètement accroupis, Voilà. c'est ça, quelque part. Pratiquement assis sur les Ouais, talons. Hein. ouais, ouais. Et cette technique-là, on est vraiment en flexion uniquement, et d'où la difficulté de l'équilibre. Hein, c'est pour ça qu'une excellente technique permet de soulever cette barre. Parce qu'autrement, le moindre poids, si vous êtes un peu en décalage, Ouais, ouais. pouf, C'est une erreur, la barre s'en va. Hein, Tu répartis mal ton équilibre, on tu ne peut finis. pas la retenir. D'accord, tu finis par terre avec la barre. Et donc le deuxième mouvement, c'est l'épaulé jeté. L'épaule jetée, donc là, il y a un mouvement, donc la barre est au sol. Mhm. La prise des bras sur la barre est plus serrée, Mhm. c'est la largeur des épaules approximativement. Et là, il suffit donc d'épauler la barre. D'accord. On la tire, on la passe sur les jambes. Là, on descend en flexion aussi pour s'accroupir en dessous, Oui, la récupérer et remonter pour se remettre debout. Donc Ouais, on ouais. a la barre sur donc tu as la barre qui est bloquée au niveau des clavicules. C'est les bras qui la retiennent. C'est les bras qui la retiennent au niveau des Elle clavicules. repose sur les clavicules, Ouais, ouais. hein, sur l'avant des épaules. Mhm. Et après, on fléchit Mhm. et on se projette en hauteur. D'accord. Et on pousse avec les bras et on bloque la barre. Et D'accord. alors là, on se met en fente. Ouais, ouais. Là, il n'y a pas d'autre solution. Non, On non. se met en fente et on bloque la barre. Et là, après, tu dois tenir 3 secondes on aussi. se redresse, on rejoint les pieds Ouais, ouais. et on garde la barre 3 secondes et on la repose. D'accord, donc là, il y a c'est un mouvement du coup qui a plusieurs étapes alors que l'arraché se fait en une fois. L'arracher une étape, l'épaule jetée 2 étapes. D'accord, ok. Donc tu la lèves, stabilises sous les clavicules, et ensuite fente, tu la maintiens au-dessus de toi, et ensuite tu rapproches tes pieds, tu te tiens droit et tu Voilà. la maintiens 3 secondes. Et le tout bras tendu, il ne faut pas du tout que les bras fléchissent. Hein. Ok. Le mouvement n'est pas accepté. Une petite question par rapport à toi, ton expérience personnelle, sur ces 2 mouvements-là, quel est on va dire, pour viser un objectif de poids le plus élevé, quel mouvement est le plus adapté? Si je veux soulever le plus lourd, quel mouvement est le plus adapté? À ce moment-là, c'est l'épaule jetée. D'accord. Hein. Parce qu'il y a 2 mouvements, justement, Mhm. qui sont bien décomposés. Le premier qui fait vraiment travailler le tirage et les jambes. Mhm. Le deuxième, c'est un peu de souplesse, un peu de tonique, de tonicité pour D'accord. Donc tu vas supporter, propulser la barre. mais tu vas pouvoir supporter un poids moindre que du coup l'épaulé jeté qui va te permettre d'asseoir ton mouvement, Ça, de c'est retenir à ta barre. l'épaule jetée, oui. Ça, c'est l'épaulé jeté. L'épaule jetée. Ouais. À l'arraché, c'est un seul mouvement. On peut pas. On a tout de suite notre limite au tirage et à la remontée de jambes. Hein. Alors pour la pratique de l'haltérophilie, il y a une tenue adaptée, il y a un matériel particulier. Dis-moi, je visualise mal. Alors effectivement, moi j'avais des chaussures adaptées. Hein. Mhm. L'haltérophilie, il y a des chaussures adaptées, des chaussures un peu montantes, relativement souples, mais pour pallier la flexibilité des chevilles, pour certaines personnes qui sont moins souples que d'autres, il y a des épaisseurs de talons assez importantes. D'accord. Hein, qui sont modulables. Donc ça, c'est vraiment très adapté. Pour gagner en stabilité, pour pas... Gagner en stabilité et surtout en flexibilité de la cheville. Si on n'est pas trop souple au niveau de la cheville, il y a des problèmes de musculature des fois aussi qui peuvent empêcher la flexibilité. Mhm. Morphologie aussi. Hein. Et puis, il faut aussi pour certains mouvements, notamment l'épaule jetée, moi je la mettais à chaque fois, mais c'est une grosse ceinture qui maintient bien la sangle abdominale et lombaire. D'accord. Parce que ça, c'est très, très sollicité dans les 2 mouvements. Et puis il y a ce qu'on appelait une tresse, c'est un petit maillot qui fait un peu short avec des bretelles un peu étroites qui remontent
sur un t-shirt qu'on a en dessous, quoi. Mais bon, au-delà de ça, il n'y a pas de matériel particulier. Ah, si ce n'est la barre et les Alors après, et les le poids. matériel, Alors, c'est justement. effectivement la barre et les poids. Donc la barre, c'est une barre, bon, il y a des poids homologués, hein. C'est une barre qui tourne sur elle-même au niveau de Au niveau des endroits de prise, la prise. de la prise, ouais. Hein. Et les poids, bon, c'est des poids circulaires qui se mettent aux Aux extrémités. extrémités. Alors les poids, bon, ils sont souvent de couleur. Mhm. La couleur correspond à un poids. D'accord, tu les distingues comme ça. Ouais. Voilà, Ça aide, ça facilite. tout à fait. Tu disais les poids se distinguent par Par des couleurs. leur couleur. Il y a des poids de plus grande taille ou alors ils sont tous uniformément de la même taille, mais le poids est réparti différemment. La taille des gros poids, c'est une taille uniforme, hein, Mhm. avec des couleurs différentes. Ça va de 25 à 10 kilos, D'accord. hein, ou de 10 kilos plutôt vers 25, 10, 15, 20 et 25. Mhm. Et puis après, il y a des poids donc de 5 kilos, 2 kilos 5, et on peut arriver jusqu'à 500 grammes pour élever le poids d'une barre d'1 kilo. On parle de l'haltérophilie comme d'un des sports fondateurs aussi des Jeux Olympiques, des premiers Jeux Olympiques modernes, parce que c'est en 1896 que les premiers Jeux Olympiques d'Athènes ont lieu, les premiers Jeux Olympiques modernes, et l'haltérophilie y est. Donc c'est un sport qui bien sûr retrouve des origines dans l'Antiquité avec, je crois, le soulèvement de pierres lourdes dans des concours de force dans l'ensemble du monde antique, hein, chez les Grecs, les Romains, et dans d'autres civilisations aussi. L'apparition vraiment de clubs d'haltérophilie, par rapport aux données que j'ai pu trouver sur Internet notamment, c'est l'ouverture de clubs en Allemagne dans le début des années 1880 et la première tenue d'un concours officiel à Londres en 1887. Donc c'est voilà un sport qui a quand même une antériorité qui est plutôt récente, qui est plutôt moderne, et on en parlait tout à l'heure en préambule quand on préparait un tout petit peu l'entretien. L'haltérophilie vit peut-être ses dernières Olympiades à Tokyo cette année. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dopage dans l'haltérophilie et forcément, on jette un regard un peu bizarre sur ce sport, un peu hybride, sport de force où monsieur veut devenir tout rouge en soulevant des poids. Toi, est-ce que le dopage, c'est quelque chose, je sais que t'en as fait quand t'étais plus jeune, à un niveau qui sortait un petit peu de l'amateurisme, hein, t'es allé dans des compétitions. Est-ce que t'as vu du dopage, toi, plus jeune, dans l'haltérophilie? Alors j'ai pas vu l'acte de dopage, mais j'ai vu les manifestations du dopage, hein. J'avais croisé en compétition interzone, donc un niveau plus qu'interrégional intéressant. J'avais croisé des athlètes qui étaient bon niveau, hein, c'était bons athlètes. Et l'année suivante, dans la même compétition, j'ai revu la même personne qui avait pris presque 15 kilos, qui avait des bras énormes et qui était taciturne et tout ça, et qui faisait des exploits sur le plateau. Donc là, ça peut prêter à confusion quand tu vois ce genre de performance. Ça prête pas à confusion, c'est évident. Hein. Ouais. On voit très bien que le gars, il est dopé. Alors, de quelle façon? Des piqûres, des médicaments, je ne sais quoi, mais effectivement, il a des performances d'une année sur l'autre qui ne peuvent pas se justifier, qui ne peuvent pas être expliquées physiquement par le une travail, préparation ou un travail. l'entraînement, des choses comme ça. Bon. Donc c'est quand même assez triste de se dire que c'est un sport qui, même à des niveaux inférieurs, en interrégional ou même en dessous d'une compétition nationale, un rayonnement national, était déjà concerné par du dopage. Donc c'est un sport qui, je pense, traîne ça depuis très longtemps. Est-ce que ça te ferait de la peine de plus voir l'haltérophilie aux Jeux Olympiques? Oui, ce serait dommage parce que c'est quand même un sport, comme tu le disais tout à l'heure, antique, oui. récent à la fois. Fondateur aussi dans les Jeux Olympiques modernes. Mais parce que c'était mon sport, c'était mon plaisir de faire ce sport-là. Et ce serait dommage, effectivement. Bon, il y a quelques années aussi, quelques années que j'ai un peu lâché, bien sûr. C'est un sport qui est très populaire en Asie, donc en Chine, certains pays d'ex-URSS, les Ukrainiens, les Ouzbeks, ces nations-là sont vraiment très présentes. Quand on regarde dans les catégories de poids les plus importantes, c'est vraiment des nations asiatiques aujourd'hui qui dominent les compétitions internationales. Aujourd'hui, oui. C'est vrai qu'à mon époque, c'était surtout les pays de l'Est et la Russie. Mmh. On se rappelle d'Alexeïev. Là, c'était. Tu t'en
rappelle, moi je me rappelle pas. Le poids super lourd qui faisait 150 kilos de poids de corps, qui était très fort, mais qui avait une bedaine monstrueuse, quoi. Alors qu'aujourd'hui, les athlètes, même dans les grosses catégories des poids assez lourds, ils ont quand même une morphologie, ils sont pas gras comme le brave Alexeyev, quoi. Mais bon, tous ces gens-là, ils ont fini un peu dans la démence et la folie parce qu'ils ont abusé de produits incroyables, quoi. C'est un peu, Donc, c'est un peu cliché. pas seulement un cliché, c'est une réalité. Hein. Tous ces gens-là abusaient de produits, je ne sais pas lesquels. Hein. On parle du pot belge en cyclisme, mais là, c'était d'autres produits. Mais c'était une industrie, c'était connu de tout le monde. Hein. Juste pour rebondir quand même sur une note positive, en France, la Fédération française d'haltérophilie et de musculation, elle comporte près de 26 000 licenciés, 25 983. Il y a près de 10 000 femmes qui pratiquent l'haltérophilie et 16 000 hommes, 329 clubs, 15 ligues régionales, 24 comités départementaux. Donc ça reste quand même une fédération en France qui vit, hein, qui fournit des athlètes pour un sport qui a peu de visibilité en télévision, peu de visibilité aussi dans les médias. Aujourd'hui, j'étais surpris d'apprendre que Pierre Fula était un ancien haltérophile. Ancien poids plume, recordman de France. Hein. On le connaît pour ses commentaires de sport à la radio et peut-être aussi à la télévision avant, mais voilà, j'ai été surpris de voir que Pierre Fula était un ancien haltérophile. Je pensais pas connaître d'haltérophile connu. Moi, je l'ai croisé plusieurs fois, Pierre Fula, sur des plateaux. Enfin, je l'ai vu en tant que journaliste à l'époque, hein, bien sûr. Ouais. Et je connaissais très bien un de ses adversaires qui était du club de Nancy. C'est vrai ? Ah ouais, ils se battaient souvent, enfin sur le plateau, bien oui. entendu. Quand tu dis se battre, c'est par points interposés. En compétition, bien sûr, oui, tout à fait. Dans la même catégorie, en poids plume. Et si aujourd'hui, par exemple, tu devais conseiller à un jeune garçon ou à une jeune fille qui serait intéressée par l'haltérophilie de près ou de loin, si tu devais donner un conseil, est-ce que c'est bien d'aller vers l'haltérophilie ? Moi, je pense il faut conseiller à quelqu'un d'aller vers l'haltérophilie où il n'y a pas de problème. En revanche, ne pas le faire comme j'ai pu le faire moi, parce qu'en fait, bon, comme je l'ai dit au début, c'était une bande de copains au départ. On avait un ou deux anciens, là aussi c'était des champions de France quand même, hein, mais un ou deux anciens qui nous conseillaient, mais on n'avait pas de masseur, pas de kiné, pas de suivi médical. Pas d'accompagnement médical. Une visite médicale à pour prendre la licence, mais ça n'allait pas plus loin. Hein. Il n'y avait pas de suivi d'aucune façon. Et ça, c'est un peu dommage. Je pense que pour le développement de la morphologie, le développement physique de la personne, éviter les accidents, des choses comme ça, parce que certains mouvements peuvent être c'est dangereux. Oui. Ce que tu veux dire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas assez d'accompagnement médical. Dans notre club, il n'y avait aucun accompagnement médical. D'accord. C'était vraiment une équipe de copains. C'était le côté positif aussi, c'est intéressant, parce qu'on était vraiment bons copains, on était soudés, quoi. Hein. Bien sûr. Était dans tout ce qu'on faisait. Certains anciens passaient leur voiture pour qu'on puisse aller à des compétitions. Il y avait une entraide vraiment très sympathique. Ouais, donc c'est un sport dans lequel on peut retrouver quand même de l'ambiance, même si ça reste un sport individuel. On peut quand même partager, quoi. C'est un sport individuel à la différence d'un sport co, hein, bien évidemment, mais qui se pratique en équipe. D'accord. Hein, quand quand Lunéville rencontrait Nancy ou Toul ou d'autres équipes de Moselle, on s'affrontait dans chacune des catégories de poids à l'époque. Hein. Et à la fin, on faisait le total et puis on voyait qui avait gagné ou perdu. On s'amuse bien en Meurthe-et-Moselle, du coup. Oui, mais à l'époque. Oui, je pense encore aujourd'hui. Et donc, du coup, pour finir, si tu devais faire appel à peut-être à ton meilleur souvenir de jeune haltérophile, ça te rappelle quoi ? Ça te ramène à quoi ? Ça me rappelle, j'ai été plusieurs fois champion de Lorraine pendant quelques années. Bravo. Champion interzone, intergroupe, interrégional et champion de France aussi en 1975 à Aubusson. C'est où ça, Aubusson ? Aubusson dans la Creuse. Dans la Creuse. Hein. Ah oui. Et oui, là justement, on nous a prêté un collègue, a prêté une voiture pour qu'un autre puisse nous accompagner. Et ça a été assez épique, mais bon, c'était... T'avais quel âge quand t'es champion de France ? J'avais 17 ans. 17 ans. 17 ans. D'accord. Et donc, c'est des catégories d'âge où c'est quoi ? C'est champion de France junior ? Alors, c'est champion de France ASU, scolaire universitaire. Ouais. Mais bon, en fait, c'est le creuset des autres
des autres compétitions nationales. Hein, D'accord, bien c'est que évidemment, hein. si tu avais voulu, toi, continuer peut-être professionnellement, tu aurais pu... Voilà, après, il y a les études, après, il y a aussi la vie, malheureusement, qui prend le pas sur le sport et le plaisir. Mais En tout bon, cas, voilà. c'était très, très, très un grand moment. Et petit clin d'œil, du coup, ce championnat de France à Aubusson, une médaille peut-être, une petite coupe, quelque chose comme ça, Ah, une belle médaille, ouais, avec un beau liseré bleu, blanc, rouge. Ouais. et un bonus qui était de, je crois... Alors, le bonus, ça a été effectivement, il y a eu un bonus, c'est que la fédération régionale m'a permis d'assister au championnat d'Europe et du monde junior en 75 qui se déroulait à Marseille, à la salle Valier. Et là, on était logé au Crêpes d'Aix-en-Provence. Oui. Et tous les jours, on descendait à Marseille, salle Valier, pour aller voir les championnats d'Europe et du monde junior. C'était impressionnant. D'accord, donc boulevard Sakakini, salle Sakakini. Valier dans les années Tout à fait. 70, 75. 75 pour les championnats du monde. Ben, ça doit, ouais, c'est un sacré souvenir, C'est ça, un pour grand le coup. souvenir parce que là, j'ai vu des athlètes, c'était époustouflant ce qu'ils faisaient. Alors bon, il y a certains qui étaient sûrement Un petit peu chargé. dopés, on va dire ça. Mais Ouais. bon, sur le fond, c'était un plaisir de les voir tirer. Oui, quand et même, hein. puis toi, c'était ta passion, c'était Ah quelque chose ouais, qui te tout à fait, motivait, donc absolument. c'était d'autant plus agréable pour toi d'être dans cette situation. Et petit clin d'œil à la vie, tu finiras par revenir à Marseille pour y faire ta vie Tout à fait. quelques décennies plus tard. Donc c'est Voilà. marrant, c'était un petit Ouais. clin d'œil du destin, voilà. Alors du coup, on a parlé, c'est vrai, des deux mouvements classiques. On n'a pas parlé du troisième mouvement. Tu m'as dit le troisième mouvement alternatif, c'était quoi? C'était... Alors, c'était le développé. Oui. Alors, après les Jeux Olympiques de 72 de Munich, Mhm. ce mouvement a été supprimé parce qu'il était sujet à caution, à tricherie et provoquait énormément d'accidents. Ah oui? En fait, il se décomposait lui aussi en deux mouvements. Il fallait d'abord épauler la barre. Oui. Jusque-là, rien d'anormal. C'est exactement ce qui se passe pour l'épaulé jeté. Hein. Mhm. D'abord épauler la barre. Et une fois que la barre était épaulée, il fallait, en force pure, la propulser à bout de bras au-dessus de soi. Donc là, la force pure, c'est très lourd quand même, une barre. Hein. Donc là, beaucoup de gens fléchissaient les jambes pour passer en dessous. Donc là, c'était faux, hein, c'était pas accepté. Ou alors ponter, c'est-à-dire ils se courbaient très en arrière. Oui. Et là, ça pouvait provoquer pas mal d'accidents même au niveau du dos, des reins. Et il y a eu beaucoup de blessures liées à ce mouvement. Et comme c'était un mouvement de force, donc pas vraiment pur parce qu'il y avait trop de tricherie, il a donc été annulé, supprimé. Et ça a eu une incidence sur la morphologie des athlètes. Parce que pour ce genre de mouvement, il fallait avoir des segments courts, D'accord. hein, qui me permettaient rapidement d'amener la barre à Quand tu dis les segments, c'est les membres. c'est les du bras, coup. les bras, courts. les jambes, les bras, bien sûr. Surtout les bras. Donc c'est pour ça qu'on avait souvent des haltérophiles qui étaient, non pas des nains, mais des petites personnes avec des bras courts et des jambes courtes aussi. Mhm. D'accord. Donc ça a amené une nouvelle morphologie d'athlète dans la discipline. Ça a changé, ouais. D'accord. Même si on a besoin de force quand même dans l'épaulé jeté, mais c'est pas pareil que le développé. Parce que du coup, l'épaulé jeté, alors pour bien comprendre la différence, pour bien nuancer, l'épaulé jeté, en fait, on finit par s'abaisser en fente. À l'épaulé jeté, donc il faut que la barre est épaulée, Oui. on fléchit sur les jambes Oui. et on se donne une impulsion en fait. Hein. Mhm. Et pour pousser la barre, mais là c'est Mais autorisé. tu fléchis, toi, tu descends et tu soulèves en même temps. Voilà, et on pousse à ce moment-là. Ouais. D'accord. Tu Et descends et tu pousses. Alors que là, il fallait tout envoyer en l'air. Là, il quoi. fallait envoyer uniquement en force, Ah ouais. sans bouger les jambes. D'accord, ouais. Et ça, c'est faisable, hein, mais physiquement... il y a beaucoup de tricherie, trop de tricherie et d'accidents. Donc, Quand tu dis tricherie, pour rentrer dans le détail, c'est quoi? Ça serait... les jambes faisaient semblant de plier un peu les jambes, quoi. D'accord. Ils passaient en Alors dessous, qu'il faut systématiquement il garder fallait les jambes... tendues et puis surtout les gens qui pontaient en arrière. Là, on a vu des gens qui se cassaient en deux, quoi, Ah ouais. quasiment. Hein, donc énormément d'accidents. Et puis bon, les bras qui n'étaient pas complètement tendus. Enfin, il y avait. Ouais, donc il y avait vraiment non, beaucoup d'appréciation trop qui d'appréciation, était un peu... C'était trop. C'était un peu Parce que limite. l'haltérophilie, donc c'est un sport qui se pratique sur un plateau de 4 mètres sur 4. Mhm. Hein. Faut pas sortir du plateau parce que bon, l'essai n'est pas reconnu. Et il y a 3 arbitres, un central et un de chaque côté. D'accord, pour observer toute la Qui composition observe, du voilà. mouvement. Ok. Voilà. Alors après, il y a des jeux de lumière rouge et blanc, mais bon, si les 3 arbitres sont d'accord pour accepter l'essai, il est validé. Mhm. S'il y en a 2 qui penchent d'un côté,
laisser ou accepter Ou refuser. D'accord. Bon, s'il y a 3 C'est la majorité des juges. Tout à fait. En fait, une compétition, il y a aussi un côté stratégique, on va dire, en fonction de ce qu'on voit à l'échauffement. Parce que, bon, bien sûr, pour arriver sur un plateau, il faut être bien chaud, bien préparé, bien évidemment. Donc, il y a toutes d'autres salles d'entraînement, d'échauffement. Bien sûr. Et là, on voit aussi ce que les adversaires préparent. Et quand on sait à quelle barre ils démarrent, en fonction de ce que de nos capacités, on peut faire des calculs pour justement avoir une stratégie pour passer devant ou pour le provoquer à la faute. Donc l'idée, c'est qu'un concurrent va démarrer avec un poids qui va déterminer, que ce soit à l'épaulé jeté ou à l'arraché, et il va avoir 3 tentatives pour atteindre ce poids, pour le soulever, pour faire un porté correct. Ouais. Et à ce moment-là, c'est à celui qui va porter la charge la plus lourde. Donc ça va être une opposition entre les différents concurrents qui vont essayer, donc stratégiquement peut-être de viser gros au début, ou alors d'essayer d'envoyer un gros poids à soulever. Viser gros au début, c'est une prise de risque, parce que bon, pour réaliser un poids, un bon soulevé qui soit validé par les arbitres, il a droit à 3 tentatives. Oui. S'il prend vraiment trop lourd par rapport à ses capacités, Il ne pourra pas modifier la charge à la il ne baisse. pourra pas abaisser la charge qui aura été déterminée. Entendu. Donc le problème, c'est que s'il rate ses 3 tentatives, il a les yeux plus gros que le ventre, et là, il sort du concours. Il sort du concours, du mouvement en tout cas. Et ensuite, c'est la course à... Après, les autres concurrents, effectivement, ils essayent d'évoluer en poids à chaque fois, en prenant des poids de plus en plus lourds, mais toujours pareil, dans le respect de 3 tentatives maximum pour réaliser un poids. Donc le concours peut durer longtemps, théoriquement. Le concours peut durer longtemps, mais il ne faut pas oublier que l'haltérophilie, c'est un sport quand même très dur, puisque l'effort est très court, mais d'une violence extrême. J'ai aussi lu que dans les règlements de la Fédération internationale et de la Fédération olympique, enfin des comités olympiques, ils ont 1 minute seulement pour faire leur soulevé. C'est-à-dire que quand il y a un temps imparti. Comme dans beaucoup de sports, il y a un temps imparti pour... tennis ou n'importe quel autre sport, il y a un temps imparti pour relancer. Donc là, ils ont un temps très court entre deux mouvements, si le mouvement doit être réalisé par le même athlète à la suite d'un échec. Et c'est un sport très très dur. Et on ne peut pas pendant des heures soulever des 120, 130, 140, 150 kilos. On peut pas... Donc le choix des poids est quand même une prise de risque si on prend trop lourd par rapport à ses capacités, mais il faut toujours essayer de viser le plus haut possible pour essayer de battre bien sûr les adversaires. Tu m'expliques que l'haltérophilie en définitive est un sport stratégique. Aussi, pas seulement de force, enfin c'est un sport de force quand même, un sport de technique, très très technique. Et stratégique en compétition. Aussi. Il y avait, dans les temps immémoriaux du sport, il y avait un certain Charles Rigoulot, qui était un Français, qui a été le premier à soulever ce qu'on appelait l'essieu d'Apollon. C'est un essieu de 2 roues de chemin de fer avec un essieu au milieu. D'accord. Qui pesait 166 kg 500, je crois. Et il a été le premier à soulever cette barre. Alors explique-moi la nuance entre, en tout cas la difficulté qu'il y a à soulever un essieu et 160 kg sur une barre classique chargée d'haltères, par exemple. Alors, je pense qu'à l'époque, les barres que les gens soulevaient, notamment les essieux, choses comme ça, c'était des barres fixes avec un poids fixe au bout. Alors que les barres d'haltérophilie sont des barres qui tournent sur elles-mêmes. Il y a des roulements qui permettent quand même une rotation. De l'articulation. Facile, voilà, tout à fait. Et à l'époque aussi, dans les compétitions d'haltérophilie, c'était des démonstrations de force aussi, et c'était des mouvements qui se faisaient à un seul bras, arrachés d'un bras. D'accord. À l'époque, c'était ça, oui. Dans quelle compétition ? C'était des... Oh, là, j'ai pas connu, non, évidemment, c'est très ancien. Mais dans les années 30, les années 20, 30, c'était... on soulevait les barres d'un seul bras. J'ai essayé, on perd beaucoup en poids, en poids soulevé en tout cas. Et c'est là aussi une certaine technique. Papa, tout simplement, je voulais te dire merci d'avoir bien voulu évoquer avec moi ton sport, l'haltérophilie, parce que voilà, t'as eu d'autres passions sportives dans la vie, mais je sais que c'est quelque chose qui a été très important pour toi, qui a été fondateur dans ta jeunesse, l'haltérophilie. Donc je te remercie d'avoir voulu me donner un petit peu de ton temps pour en parler. J'espère que l'expérience t'a satisfait, que ça n'a pas été trop bizarre.
Ah non, c'est un très grand plaisir pour moi de te parler, bien évidemment, de parler d'haltérophilie parce que c'est effectivement le sport que j'aime. Hein. Et puis, ça me permet aussi d'en parler à travers ton média et de diffuser un petit peu mon plaisir et la connaissance de l'haltérophilie. Hein, et je te remercie beaucoup de ce moment. Mais de rien, non, mais et comme j'écoute tes chroniques, ça fait une chronique que j'écouterai avec plaisir aussi. Super, tu verras, ça fait un peu bizarre de s'entendre, je pense, Sûrement. au début, mais je pense que ça sera quand même très agréable à écouter. En tout cas, voilà, merci à vous qui écoutez donc le Renard des Surfaces. C'est vrai que C'est quoi ton sport? C'est un format qui est intéressant, moi, qui me tient à cœur dans le sens où on s'appuie sur une expérience, on s'appuie sur les mots d'un passionné ou de quelqu'un qui a l'habitude d'un usager d'un sport en particulier. Alors, il est très facile de faire des briefs de foot, de rugby, de l'actualité, mais c'est vrai que ces contenus, pour moi, sont plus intéressants à mettre en avant, et j'essaierai, dans les semaines et dans les mois à venir, de les rendre plus présents sur le podcast. En tout cas, merci pour l'écoute de celui-ci. N'hésitez pas à laisser soit un commentaire sur les différents réseaux sociaux du podcast, ou alors à vous abonner. On est présent sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, SoundCloud et sur Apple Podcast. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez un bon mot ou des petites étoiles, abonnez-vous et laissez-moi un petit commentaire. Donc du coup, vraiment merci à tous et à très bientôt sur le Renard des Surfaces.